fin du 19e et le début du 20e siècle, de nombreux Italiens sont venus en France cherchant du travail ou fuyant le fascisme. Une poignée s'est installée à Roquefort-la-Bédoule pour exploiter les carrières de pierre froide. Je m'appelle, disons, Honoré, comme Balzac, pour ne pas le citer, Basso. Je suis né le 1er novembre 1934, évidemment, habillé en bleu, comme beaucoup d'ouvriers. Mais enfin, ça c'est autre chose. Et évidemment, je suis né à Roquefort-la-Bédoule, où j'ai passé toute mon enfance, mon éducation, jusqu'à l'armée, où l'armée m'a envoyé, disons, j'avais choisi l'Allemagne et m'ont envoyé au Maroc. Mon père était piémontais, est arrivé à l'âge de 20 ans en 1918. À l'âge de 14 ans, mon père me dit alors, tu commences à travailler à la carrière. Tu vas apprendre le métier de tailleur de pierre. Je suivais des cours en même matin, une fois par semaine, je ne sais pas si c'est le mercredi ou le mardi, je ne m'en souviens plus. Je suivais des cours à l'école terminale. J'ai commencé à prendre la petite massette qu'il m'avait commandée. Avec cette massette, j'ai commencé à tailler, à foutre des coups d'aiguilles dans les pierres, à les retailler, les casser les bosses et ainsi de suite, pour faire des faces. On ébauchait les pierres avec une aiguille et une massette. Je suis Alain Tarini. Mon grand-père est venu d'Italie en 1924, chassé par le fascisme. Ensuite, il a rejoint un petit cousin, Jules Tarini, du même village de Cagnes, celui avec lequel on est jumelé, et à deux, ils ont exploité une carrière, comme on les appelait, de pierre froide. Elle a été exploitée ensuite par mon père jusque dans les années 60, avant qu'il rentre au ciment Lafarge, donc il y a une continuité dans la pierre, le ciment, etc. etc. Mon grand-père était maçon, Jules, je ne sais pas exactement, mais il n'y avait pas de carrière là-bas du même type au village. C'est pas l'endroit, quoi. À Carrare, il y a le marbre, tout ça, etc. Mais là, au village, c'est vraiment la trilogie méditerranéenne. Donc je ne pense pas qu'ils avaient mon grand-père, je suis sûr, et Jules, je ne sais pas, mais je crois pas, qu'ils avaient une compétence particulière dans les carrières. Pour l'anecdote, il est venu parce qu'il jouait de la trompette. Il est venu en jouant de la trompette. Ils sont venus, parce que je crois que Jules était avec lui aussi, ils sont venus avec le cirque Pender. Et ils ont passé la frontière sous ce couvert-là, parce que mon grand-père était, en fosse, quoi. Et voilà, il n'avait pas le droit de partir normalement. Mais les fascistes ne lui voulaient pas du bien. Ils louent quasiment une carrière tout de suite pour travailler, pour trouver du travail. La famille d'Angelo Tierno est arrivée à la Bédoule le 27 avril 1883. Son beau-père, c'est celui qui est arrivé le premier, c'est M. Tassetti. D'ailleurs, le tombeau que nous avons à Roquefort, c'est Tassetti Tierno. C'était un maître carrier déjà. Et Tassetti est arrivé de Montelupo en Toscane. Mais quand il est arrivé à Marseille sous Napoléon III, c'est là qu'il y a eu tous les travaux importants faits avec la pierre. Et il faisait venir d'abord sa famille, ses 3 neveux, Tassetti, et puis beaucoup d'employés. Et il est arrivé, Angelo Tierno, travailler. Pas bête, lui. Il a épousé sa fille. Lui, il est arrivé, il était napolitain. Il est arrivé en 1870 à Marseille pour justement ses gros travaux. Et en 1874, il a épousé la fille Tassette. Ils arrivent à la Bédoule en 1883 parce que le père était décédé. Donc d'abord, il était locataire d'une carrière communale. Après les carrières de M. Camerlot, voilà, il y avait un chemin qui allait et c'était communal et il y avait beaucoup de carrières. Il y avait les Tarini qui ont travaillé là, les Frusetti, Trionne et donc le grand-père Tierno. Et en 1913, il a eu l'occasion d'acheter
en face, grandi, qui s'appelle maintenant le Picoussin. Et après, il est arrivé la guerre de 14, alors là, ça a été dur. Les 4 fils, parce que le grand-père Tierno a eu mon oncle Michel, le premier enfant. Le deuxième, c'est mon grand-père Philippe Tierno. Ensuite, il y a eu Alexandre Tierno et Victor Tierno. Donc 4 fils carriers. Ils ont tous été dans la pierre. Et puis en 1924, ils ont acheté le Bestouin à Cassier et cette carrière elle est tombée bon, comme ça. Mais elle appartenait toujours au Tierno. C'est mon cousin Charles avec des associés qui ont vendu toute la partie du Picoussin. Il n'y a plus de carrière, hein. C'est fini. Bernard Bonjour. Camerlot, Roger Camerlot, le frère de Bernard. notre famille, elle a ses origines en Italie, dans une région qui s'appelle le Val Canavese, c'est au nord de Turin. En fait, c'est la vallée de l'Orco, c'est une région de montagne. L'Orco, c'est un affluent du Pô. Et ils étaient dans un village qui s'appelle, dans une ville, parce que c'est à peu près comme Aubagne, hein, qui s'appelle Cournier. C'est à 30 km après Turin. au nord. Et donc la famille, elle exploitait de génération en génération une montagne. Et notre arrière-grand-père, Antoine Camerlot, il était arrivé au bout de il avait rasé complètement la montagne. Et donc il fallait qu'il trouve un autre gisement. En 1865-1870, c'était l'époque où en France, il y a eu l'essor des chemins de fer. Et l'arrière-grand-père, il s'est dit, il faut aller travailler en France, parce qu'avec les chemins de fer, il va falloir construire des gares, il va falloir construire des ponts, et forcément, on aura besoin de pierre. Et il faudra aussi du ballast avec tous les, pour créer la voie. Et avec tous les déchets des pierres qui seront taillées, ils pourront fournir le ballast pour le support des rails. Et comme il était au nord de Turin, il a traversé les Alpes, et il s'est retrouvé dans la région lyonnaise. Et là, il y a un gisement qui est à peu près le même que ceux qu'ils exploitaient, et qui s'appelle le Comblanchien. Il a travaillé quelques temps là, et puis il a entrepris de descendre la vallée du Rhône, et de carrière en carrière, et il est descendu dans le Midi. Quand il est arrivé à Belcoden, c'est là qu'il a rencontré la famille Trionne. Avec les Trionne, ils se sont dit, bon ben, on va un peu prospecter dans le reste de la région. Et quand ils sont arrivés ici à la Bédoule, qu'ils ont vu cette pierre, c'était un calcaire dur, un peu ce qu'ils exploitaient en Italie, mais la différence, c'est qu'ici, il est coquillé. Quand on le lustre, quand on le ponce, il apparaît les coquillages qui ont été fossilisés depuis des années, des millions d'années. Et ils se sont dit, on va s'installer ici. Ils ont acheté de la caserne des pompiers jusqu'après Bertosio, là où il y a la métallerie, la ferronnerie. Et ils ont commencé à exploiter au bord de la route. Alors Jacques, Oui, vous êtes d'une famille de carriers. maître carrière. Maître carrier, et ils venaient d'où? Du Piémont. Il venait du Piémont, de la vallée d'Aoste. La ville s'appelait Courlier, le petit village, bon, je ne m'en rappelle plus. Ils arrivent en France en 1872 et ils ont descendu la vallée du Rhône au Roquefort, en plein d'autant travaillant. Ils se sont arrêtés à Belcoden parce qu'il y avait du travail, parce qu'il y avait la ligne de Val-d'On à faire. Et ils ont fait les œuvres d'art, des ponts et des tunnels, et fait ce qu'il y avait à faire. À partir de là, ils ont sans doute gagné un peu de sous. Ils sont venus du côté de la Bédoule. Mon grand-père, la première carrière qu'il a ouverte, c'était dans la revue des Barles, dans l'entrée de la route des Barles, à droite, il y a un garage. Après, avec les frères Camerot, comme ils s'étaient rencontrés à Belcoden, ils ont acheté à la Pérouse du terrain pour ouvrir des carrières et construire le quartier des Camerlots. C'était mes arrière-grands-pères, 2 frères, avec les frères Camerlots qui étaient aussi, je crois,
2 ou 3 fois, je ne sais pas exactement. Et une fois installés là, ben, ils se sont mis au travail. Mon grand-père, lui, il est né en 1881. Ils allaient accoucher au Piémont à ce moment-là. Il est né au Piémont et puis il est revenu avec un frère et une sœur à la Bédoule pour s'installer. Pour faire sauter les rochers, c'était à la poudre, c'est-à-dire qu'avec la baramine, il tapait, il faisait des trous, il mettait la poudre, plus tard ils ont mis l'acide. Il y avait un moment qui était dangereux, il faisait péter à la dynamite les blocs, et puis après, bon, les blocs, il les travaillait. Mais d'abord, avant de les travailler, il fallait les extraire. Donc là, c'était un moment difficile, ça. C'était dangereux. Alors, il faisait des trous au milieu des pierres, et puis il mettait de la poudre, quoi. Et voilà, il faisait péter. Un souvenir qui m'avait... Là, j'avais été impressionné. Ils avaient effectué des tirs de mine. Toute la montagne, quand ça a explosé, s'est détachée, elle est tombée. Nous, on était au bord de la route. Hein. Derrière le gros P qui est à l'entrée du lotissement. Mais là, c'était vraiment voir tout un pan de montagne qui s'est détaché, qui est tombé. Il y a un vacarme épouvantable. Hein. Et pour faire redescendre un bloc du fond de la carrière, il leur fallait une demi-journée. Ils avaient un treuil à manivelle, et ils moulinaient. Et des rouleaux. Et des rouleaux qui faisaient passer, qui étaient sous les blocs. Quand celui de derrière, il se libérait, on leur faisait passer devant. Il y a un truc qui me faisait, à chaque fois, qui m'impressionnait, c'est quand ils chargeaient les blocs sur les camions, sur le camion. Alors, il y avait un quai de chargement, donc le camion venait en marche arrière, et il faisait venir les blocs de pierre, y compris certains gros, en mettant des rondins de bois dessous. C'était artisanal, hein. En mettant des rondins de bois, il les faisait avancer, doucement bien sûr, de là où ils étaient, pour charger le camion. Alors certaines fois, c'était un bloc qui devait peser, je ne sais pas moi, 2 tonnes ou un truc comme ça. Avec le cric, il soulevait une petite partie, parce qu'il y avait des blocs qui étaient moins gros, mais il y en avait qui étaient gros. Il soulevait une partie, il glissait un rondin dessous, et ainsi de suite. Et puis après, il le faisait avancer, et il l'allégeait avec le cric toujours, et il le faisait avancer au fur et à mesure. Bon, ça pouvait jusqu'à une autre. Après, il y avait des bordures qui faisaient, je sais pas moi, 5 kilos, des bordures au trottoir. Alors, pour Marseille, pour la Bédoule, pour tout ce qui est, on dit, oh, les bordures au trottoir, ils en ont fait des kilomètres. Entre les camerlots et mon grand-père, à cette époque-là, il en faisait. Même, il y avait 6 carrières dans la lignée de la zone du Caire. Alors, c'était les Monetto, le père de l'ancien maire, c'était Fosetti, Tarini, c'était un homme, là je ne me rappelle pas son nom, on nommait le sourd, Triol. Cette deuxième famille, qui est venue du même coin, avait la carrière aux Anglais. Et eux, ils étaient 3 frères Triol, et eux, ils ont sorti des blocs et des blocs et des blocs. Pour charger les blocs sur les camions, ils avaient un pont roulant, mais manuel, hein, c'était tout de pignons et crémaillère. Que ce soit le déplacement longitudinal, transversal ou la montée des pierres, tout était manuel, tout en la manivelle. Pour les transporter, vous verrez sur le petit livret, il y a marqué voiture, mais c'était avec les chevaux, hein, les voitures n'existaient pas. Hein. Et celui qui marchait à côté du cheval, il ne devait pas monter sur la charrette, hein, devait être à pied tout le temps. Des fois, ils étaient 2, ils se remplaçaient, parce qu'à la Barrasse, il y avait l'octroi. Et là, si jamais il était sur la charrette, celui qui menait, ben, il était bien attrapé. La dynamite et le chargement, c'était impressionnant. Et après, manuellement, ça m'impressionnait de voir mon grand-père, il avait une dextérité. Mon père, moins. Mais mon grand-père, il avait une dextérité, ou alors c'est parce que ma mémoire, j'étais plus gamin, je sais pas, peut-être. Mais il avait une dextérité pour bocharder, etc. Ça allait à 200 à l'heure. Puis il se tapait pas sur les doigts. Hein. Moi, j'ai essayé d'en faire des pierres comme ça, quand j'en ai eu besoin. J'ai fini la main en sang. C'était un métier. Avant le polissage, il y avait des étapes. Déjà, il fallait la ramener à une dimension où il pouvait la manipuler
fait facilement. Et alors là, c'était avec des coins. Il faisait une empreinte dans la pierre, en forme de coin. Il mettait le coin, et de chaque côté du coin, des feuilles d'acier. Et en tapant la masse sur le coin, ça éclatait le bloc. Ensuite, bon, c'était bouchardé, elle était équarrie, et puis après, c'était poli. Il faisait, avec la bassette et les aiguilles, il faisait des fentes comme ça. Après, ils enfonçaient du bois. Ils mettaient un seau d'eau avec à goutte qui alimentait le bois. Et souvent, quand c'était pas trop épais, ça éclatait le bloc. Alors ils frappaient des fois à la masse, ça dépend de la grosseur du banc. Un coin enfoncé dans la pierre, ça l'ouvrait. On séparait les morceaux de blocs en creusant avec des aiguilles et une massette évidemment. On faisait des trous qui étaient, voilà, je vais vous faire, à peu près triangulaires dans ce genre-là. D'accord. Une profondeur approximative de 10 cm, une largeur approximative de 8-10 cm, et entre les coins que nous mettions au milieu pour refendre le bloc, on mettait des cales en tôle pour que le coin puisse pénétrer sans être ressorti. Sur à peu près 1 mètre de longueur, il y avait à peu près tous les 50 cm, il y avait un trou de ce genre-là, qu'on mettait les coins. Et au fur et à mesure, on tapait sur les uns, sur les autres avec une masse, et le bloc, crac, 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 et crac. D'un coup, il se fendait, mais alors, presque taillé, selon le bloc qu'on avait besoin. Alors, il séparait les blocs comme ça, par des coins, et puis nous les amenions directement en mettant sur les rouleaux. On relevait les pierres avec les crites, on mettait 2 rouleaux dessous, et on faisait rouler les blocs sur les rouleaux, qu'on amenait jusqu'à la scie, si l'on peut dire, où l'on préparait pour les couper. Pour faire des dalles, malheureusement, cimetières. Et la plupart du temps, ils partaient des fois bien découpés. Chez les tailleurs de pierre, que ce soit, disons, ou au bagne, il y en avait un, qui s'appelait Béranger, ou alors ils venaient dans Saint-Pierre. Ou à Saint-Pierre, il y avait plusieurs ateliers qui préparaient les pierres tombales pour Saint-Pierre, évidemment. Les pierres que l'on taillait par la suite, qui faisaient à peu près 40 de haut, 20 cm, 20-25 cm de large et une longueur entre 80 et 1 mètre. Donc ça servait, on les taillait pour en faire des trottoirs. Et beaucoup, dans Marseille comme ailleurs, il y a des trottoirs en pierre. Nous avons travaillé pour le franc-de-plané, comme Cassis, la Bédoule. Tous les carrières de la Bédoule, il y avait la carrière Charrier, la carrière Tarini et Camerlot. C'est une pierre très dure, c'est une pierre froide. C'est, je dirais, pas comme le granit, mais pas loin. Et la pierre de la Bédoule était belle déjà par sa couleur et tout. Et elle était toute coquillée, c'est-à-dire il y avait tous les coquillages. Tandis qu'à partir de la Ciotat, les pierres sont je veux dire, il y a pas de, c'est fini, les coquilles. Ils ont souvent travaillé avec un architecte qui s'appelait Martin Roch et qui lui c'est lui qui avait obtenu le chantier des voitures d'autofoire de Tarascon et Beaucaire, les couronnements de quais de Sousse et de Sfax, la rénovation du phare de Planier. La gravure, ils avaient c'est un bonhomme qui venait d'Aubagne, Monsieur Rollin, et ce bonhomme, il montait un car. Il avait une musette où il y avait ses outils pour graver et une musette où il avait son repas. Et il se faisait arrêter par le car Devant la carrière. devant la carrière et quand il repartait le soir, ben, il faisait signe au car, il s'arrêtait, on descendait au bagne chez lui. Tout ce que je sais, c'est quand avec ma grand-mère, on allait à Marseille, commenter l'avenue Saint-Charles de la gare. Il me disait, tu vois ces pierres-là? Ton grand-père, il a participé. Oui, il travaillait avec Saint-Pierre pour les portes de caveaux, avec la scierie de Saint-Marcel, la pierre, et puis les bordures. Bordures, c'est ce qu'après on a appelé trottoir, parce qu'ils n'avaient pas les moyens, mais c'était tout taillé, c'était tout fait. Ça partait pour être posé.
Il y a eu la manufacture de tabac, d'allumettes, tout ce qui était pierre, c'est-à-dire le tour des fenêtres, vous voyez comme ça se faisait, et ces pierres apparentes. Et le dernier, ça a été le calendal de Cassis qui est sorti, mais dans la carrière de Cassis. Il y a eu le phare de Cassis aussi, qui a été refait parce qu'il avait été dynamité par les Allemands en 1944. À la Bédoule, il y a le moulin aussi. Et il paraît, ça je n'ai jamais vu, mais ça m'aurait fait plaisir, il paraît que chaque pierre est numérotée à l'intérieur. Parce qu'il faisait des maquettes. Hein. Nous, le tombeau de Roquefort, mon fils, dans la cave, il a la maquette du tombeau. Il ne faisait pas à l'improviste. Hein. C'était fait d'abord par maquette, puis il faisait le réel. Il y a eu beaucoup les quais de Cassis aussi, mais le plus c'est les trottoirs. Ils taillaient tout à la main. Je crois que c'est en 1930, il est arrivé l'électricité dans le quartier. Et c'est à cette époque-là qu'ils se sont un peu mécanisés, qu'ils ont installé le fil qui sert à scier les pierres. Il y avait une caisse où on mélangeait l'eau et le sable, ça coulait goutte à goutte sur le fil, et c'est ça qui faisait le fil qui tournait, qui entraînait ce mélange de sable et d'eau et qui sciait la pierre. La progression, elle était lente, c'était 1 cm à l'heure. C'est-à-dire que dans la journée, il descendait de 10 cm. Ça leur a permis de commercialiser, disons, des blocs plus importants et sciés mécaniquement, mais qui représentaient des cubes ou des parallélépipèdes bien métrés et qui ont servi la plupart. Pour les couronnements de quais, Voilà. pour Sousse et Sfax en Tunisie. Bon. Mais quand il y avait des grands chantiers comme ça, ils n'étaient pas seuls. Tous les carriers se réunissaient, et même avec ceux de Cassis, hein, quand il y a eu la construction du viaduc de Garonte à Martigues, les bordures de trottoirs, il y avait des kilomètres de Tarascon et de Beaucaire. Ils se sont tous mis ensemble. Hein, Alors, il faisait de nombreuses choses. Déjà, premièrement, c'était l'époque où on faisait les maisons en pierre. Donc, il faisait des pierres, Du moellon. de moellon pour faire les maisons. Ma maison est construite toute en pierre. Enfin, ma maison, celle-ci aussi, mais celle de la route de la Ciotat, de l'avenue Garardelli, elle est toute en pierre, les pierres de la carrière de mon grand-père. Il faisait, alors après, ils se sont diversifiés pas mal. Il faisait beaucoup de pierres tombales pour le cimetière Saint-Pierre. En pierre de Cassis, parce que c'est l'équivalent de la pierre de Cassis, cette pierre-là. Hein. C'est la même. Hein. Il faisait des pierres tombales. Et ensuite, mon père avait eu, quand il a repris, c'était difficile de se faire payer, notamment les pierres tombales à Saint-Pierre. Donc, il avait réussi à avoir un gros contrat de bordure, notamment avec la mairie de Toulon. Il a fourni, c'était des bordures en pierre à l'époque, il a fourni une bonne partie des bordures de la mairie de la ville de Toulon pendant des années. Voilà. Puis après, ça devenait de plus en plus difficile. Et quand il est arrivé au bout de la découverte, ce qu'on appelle la découverte, c'est-à-dire il n'y a plus de pierre, on est allé au bout. Et puis il n'y a plus que de la terre. Il a trouvé un autre dans la plaine du Caire aussi, de l'autre côté. Si on prend le chemin de la plaine du Caire, la première carrière, elle était à droite en rentrant. Et ensuite, à la fin, il a terminé sur une carrière au-dessus de là où il y a le funérarium aujourd'hui. Mais ça devenait très difficile et il a réussi à se faire embaucher ensuite aussi dans la Farge. Et il a cessé l'activité carrière. Alors les escales, bon, elles servaient donc à faire des remblais, des ballasts pour les routes ou pour les chemins de fer, et les escailles, et ça servait aussi donc pour la chaux, pour faire de la chaux. Les déchets qu'ils avaient n'étaient pas toujours prises par les maçons, si l'on peut dire, les entrepreneurs qui vont décharger des pierres pour construire, évidemment. Et bien ces pierres-là, ils avaient acheté ou loué un four qui se trouvait vers les Clément, à la Bédoule. Il y avait des foyers en dessous, des foyers où l'on mettait le charbon, où ça brûlait évidemment. Alors évidemment, on remplissait le four. Au-dessus, on mettait de la terre pour que la chaleur, que ça n'aille pas complètement. Et la pierre, en chauffant,
Elle ne brûlait pas, mais elle se rendait à un chaud. Mais il fallait quand même des gars jour et nuit, si l'on peut dire, hein, pour alimenter les fours, retirer les cendres, réalimenter les fours. Il fallait que ça brûle en permanence. Ça durait aux environs de 1 mois et demi, 2 mois. Et cette chaux-là, une fois qu'elle était finie, si l'on peut dire, c'était de la chaux qui était emmenée dans les sucreries sur Marseille, ça dépendait, les usines à gaz. Et certainement, évidemment, pour les peintures, les blanchiments d'appartements et tout. Bon, alors mon grand-père, c'est un homme qui travaillait du lever au coucher du soleil. Ben, ça, c'est la tradition à l'époque. Il n'y avait pas de congé, il n'y avait rien. C'était un homme en carran, un piémontais. Sa tenue de travail, c'était un feutre noir. Il avait la taillole, il avait des gros pantalons en velours avec des grosses pièces parce qu'il s'usait, des souliers à clous et la flanelle. C'était la tenue auprès de l'hiver comme l'été, quoi. Ah ben on allait jouer, moi, mon ami d'enfance c'était Michel Boy. Bon ben on allait avec nos mères, on allait à la carrière. C'était notre sortie pour aller voir, on allait les voir travailler, puis on jouait, j'ai des photos sur un bloc de la carrière avec Michel par exemple. C'était la famille Boy, ils sont nombreux à la Bédoule, c'était la fille d'Antoine Boy, qui lui travaillait à la Farge avec mon père, qui a été à la mairie, qui a été conseiller municipal et qui a été aussi à un certain moment qui s'occupait du cercle. Il y avait une ambiance quoi. Bon, je sais pas, il y avait de la solidarité entre eux aussi, ça je m'en rappelle bien. Ils se tiraient pas la bourre quoi. S'il y avait besoin d'un coup de main, un peu comme les paysans hein, à une certaine époque, s'il y avait besoin d'un coup de main pour aller faire les vendanges, on va faire les vendanges chez le voisin. Et là c'est pareil. Je me souviens de fois où mon père a travaillé avec certains et d'autres qui ont travaillé avec lui ou avec mon grand-père sur des commandes, sur des fois où il fallait aller vite quoi parfois et puis finir une commande et on n'arrivait pas à la finir donc on s'entraidait. Le résidu du sable, ben, c'était notre travail pendant les vacances. Avec la brouette, on chargeait, parce qu'il y avait une montagne de sable qui ne servait plus à rien. Ça fait qu'on se transportait. Et nous, ben, notre travail, c'était de charger dans la boîte et d'aller évacuer le sable qui gênait Pour placer d'autres blocs. Lorsqu'il travaillait aux Anglais, avec mon frère, Le vélo. on descendait en vélo, on lui amenait le repas, et donc là, il mangeait sur place, il passait la journée, il partait le matin, il revenait le soir. Le travail des carrières, c'était extrêmement pénible. Hein. L'hiver, quand mon père il partait travailler, il était harnaché comme, il était couvert comme Saint-Georges. Il mettait des caleçons longs molotonnés, des tricots de peau molotonnés, chemises, pull vert, une veste. Il avait un passe-montagne, il était méconnaissable. C'était une glacière l'hiver. Hein. Et puis l'été, c'était le contraire. Et voilà. Ma mère n'a jamais voulu qu'on aille travailler à la carrière. Et papa, il aurait voulu. Parce qu'il voulait qu'un des deux fasse une formation de tourneur. Et il avait dans l'idée de faire des vases pour les cimetières. Mon père, il a fermé la carrière. Ça a été le dernier à exploiter sur le village en 1970. Il avait 60 ans. Il est décédé 20 ans après, en 90, et plus de tailleur de pierre. Le dernier, c'était à Cassis, c'était Charles Tierno. Pour ma part, 2 ans et demi de carrière, ça m'a servi. Il faut dire que ça m'a dégrossi. C'est un souvenir formidable. Bon, mon père, je lui dois beaucoup. Il a 61 ans, 42, d'usure, je peux dire de chagrin. C'est des souvenirs périssables et des savoir-faire. Parce que je les ai gardés toute ma vie. Le matin, il se levait, il déjeunait. J'étais dans la cuisine, je le regardais manger, puis je me mettais derrière, je me balançais à la chaise. Il me faisait passer des petits morceaux de saucisson. Et ma grand-mère le faisait les gros yeux. De temps en temps, il me prenait et j'allais avec lui à la carrière. Par la main, alors des mains calleuses, des mains dures. Il ne parlait pas trop. Et il me menait à la carrière, il m'installait à l'ombre de l'arbre et je le regardais travailler.
Et là, j'ai vu comment il faisait sortir les blocs, les tourner, les ébaucher, les boucharder, tout le travail. Et toujours un pas lent et mesuré. Et à chaque fois qu'il voulait relever un gros bloc ou le pire, il prenait son temps parce que l'accident lui est arrivé. Et il n'y avait ni sécurité sociale, ni chômage. La maison et la famille à nourrir. Donc il faisait très attention. Le dimanche après-midi, on allait à la carrière préparer les outils pour la semaine. Donc on faisait les aiguilles, remplaçait une manche de pioche, remplaçait une manche de massette. On retournait à la maison, il se faisait servir une grosse assiette de soupe, bien épaisse, des cuillères obtenues droit. Il mettait du fromage et il mettait toujours un petit verre de vin. Ça c'était le Piémontais. Il mangeait ça. Puis il allait se coucher. Et le lendemain, ça recommençait. Mon grand-père nous faisait passer, monter le tunnel, jusqu'où il y avait un grand pylône, et il n'y en avait pas 36 électriques, à pied. Et puis il disait, je vous mène jusqu'au régage. C'est un trou profond dans la pierre. Et mon grand-père il disait, je lance une pierre, et vous verrez le temps qu'elle met pour arriver au fond. Et après, on descendait et il nous menait chercher les champignons rouges jusqu'à la carrière. Je le revois travailler sous les marronniers, tailler et retailler les trottoirs. Il était modeste, mon grand-père. Oh là là. C'était quelqu'un de...